Oh! Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Étrangement, la seule chose sur laquelle l'individu a un peu de contrôle, c'est-à-dire lui-même, ne semble pas rentrer en ligne de compte. Le discours d'un débile de droite, d'accord? C'est un débile libéral, il raconte ce genre de conneries, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout est responsabilité individuelle, il n'y a pas de géopolitique, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'économie, il n'y a rien du tout. Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo qui s'adresse à Droitard Fragile pour répondre à sa dernière vidéo sur pourquoi la gauche va dans le mur. Alors j'ai déjà échangé plusieurs fois avec ce youtubeur et très sincèrement je l'apprécie. Et je vous invite à aller voir sa vidéo qui, à mes yeux, est très intéressante et aussi très bien construite. Autre chose que les vidéos de Papa Citrouille ou de Code Reno. Si je me permets de te répondre, Droitard Fragile, et tu le sais, c'est parce que je pense que tu n'es plus très loin de basculer à gauche, et basculer à gauche... C'est comme la gravité, ça ne réclame qu'une petite poussée. Bref, je vais essayer de voir si je peux pas te la filer, cette petite poussée, grâce à ta vidéo. Bon, déjà, ta caricature de la gauche, là, en intro... Et avec le code promo gauchiste solide, tu recevras un champion exclusif, le Gargouilleux, et tu pourras t'équiper en faucille et en marteau pour seulement 10 000 Trotscoin. Donc qu'est-ce que tu attends pour toi aussi te lancer dans l'aventure Red Shadow Legend? Attention, ceci est un pur troll. Aucun gauchiste n'a été maltraité lors du tournage de cette réclame. Bon, alors, je le reconnais, elle est bonne ta caricature et elle m'a fait marrer. Le coup des Trotscoins, là, j'ai trouvé ça particulièrement drôle. Et visiblement, même le bouseux, ça a dû le faire sourire puisqu'il t'a laissé un commentaire. Bon, après, il a pas pu s'empêcher d'écrire un pavé derrière, mais il n'a pas l'air de l'avoir trop mal pris, lui qui est en ce moment un petit peu sensible. Bref, et puis personnellement, moi, c'est pas moi qui vais te reprocher de faire des caricatures de la gauche parce que je fais exactement la même chose avec la droite. Hein. Alors moi je commence, je vais faire une courte. Mon objectif c'est de vous mettre tout de suite un coup au foie. Le petit au foie Le truc. Ça va les copains, ça va les copines. Comme vous le savez, on a tous eu une année de merde. Le coronavirus, les attentats, le chômage, mais tout ne va pas mal. D'abord, je voudrais vous parler de NordVPN, une super appli trop simple à installer pour pouvoir voir tous les films et séries Netflix sur toute la surface de la planète. Et les gars, vous crevez la dalle? On vous emmerde, nous, on mange à notre faim. Bon, ensuite, ton récapitulatif des faits est assez juste, hein, mais je voudrais revenir quand même sur ce petit passage-là, sur le Mango Gate. Bref, alors que j'avais servi à la gauche sur un plateau d'argent un troll de qualité, il s'est en réalité révélé que ce cadeau était plus empoisonné qu'il n'y paraît, et que j'ai fait imploser la gauche. Je suis diabolique. Mais en réalité, cette petite histoire n'est que le fruit d'années et d'années de poussière mise sous le tapis, qui ressortent d'un coup, tel un tsunami. Alors non, désolé de te décevoir, mais tu n'as pas fait imploser la gauche. Et non, le problème actuel n'est pas dû à trop de poussière sous le tapis. Crois-moi sur parole, à gauche, ça fait des années qu'on se prend la tête entre nous, on t'a pas attendu pour se foutre sur la gueule. C'est presque culturel. Il y a une raison toute simple à cela, c'est que les militants de gauche souhaitent mettre en place un nouveau système. Donc forcément, il y a plus de possibilités, de débats et donc de clash. Alors qu'à droite, on défend le système en place. Il n'y a qu'une seule chose à défendre, donc c'est plus facile de se mettre d'accord. Bon, après, avant que les gens là commencent à s'énerver dans les commentaires, moi je voulais préciser que pour moi, les notions de gauche ou de droite n'ont rien à voir avec les notions de bien ou de mal. Tout dépend des indicateurs d'évaluation auxquels on est très attaché. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur pourquoi sommes-nous tous de droite. Et donc, c'est sur ces indicateurs d'évaluation qu'on va essayer un petit peu de discuter. Alors personnellement, moi je trouve que tu as plutôt assez bien retranscrit, vulgarisé ce qu'est la pensée de gauche.
Mais bon, cependant, hein, ça reste de la vulgarisation, forcément c'est pas parfait, forcément il y a des choses sur lesquelles on peut revenir, mais pour ça, je vous renvoie vers ce qu'a dit le bouseux là dans les commentaires de ta vidéo. Personnellement, moi, si j'avais un reproche à te faire, c'est l'utilisation du conditionnel, c'est-à-dire les temps de conjugaison que tu emploies. Quand tu dis ça... Le système capitaliste favoriserait la domination de la bourgeoisie, classe pour soi, par opposition au prolétariat, classe en soi. Voilà, tu emploies le conditionnel. Eh bien non, je ne suis pas d'accord là-dessus. Le système capitaliste favorise les bourgeois. Et ça, c'est un fait. Ça se mesure. Par exemple, depuis le début des années 90, le SMIC il a été multiplié à peu près plus ou moins par 2. Ce qui, globalement, suit plus ou moins l'inflation. Là où la fortune des plus riches, elle, a été multipliée par 20. Ça, c'est un fait, c'est mesurable, ça ne se discute pas. Après, par contre, le débat, c'est est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Si l'on croit en la théorie du ruissellement, oui. Si l'on n'y croit pas, non. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de préciser en quoi je crois, moi. Mais en termes de pouvoir d'achat, ces dernières années, c'est pas top. Hein. Tu l'as acheté dans les témoins, le pouvoir d'achat, dans les témoins, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ça rend certaines personnes complètement tarées. Hein. Après, tu vois, c'est aussi la même chose avec l'école, quoi. L'école est un facteur de reproduction sociale. Ça, c'est un fait. Ça se mesure aussi. Les ouvriers représentent à peu près 25% de la population française. Par contre, les enfants d'ouvriers, le pourcentage d'enfants d'ouvriers dans les hautes écoles type Sciences Po Paris ou l'ENA, c'est-à-dire les écoles qui vont former les futurs dirigeants du pays, là, ils ne représentent plus que à peu près 0%. Après, c'est toujours pareil, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Eh bien, ça dépend en quoi on croit. Si l'on croit que les pauvres sont trop cons pour comprendre des problèmes complexes, alors oui, c'est une bonne chose. Par contre, si comme moi, on croit que le problème n'est pas lié à l'intelligence, mais à la qualité de l'enseignement que l'on donne, alors non, c'est pas une bonne chose. Bon, après, je voulais aussi apporter quelques petites précisions concernant l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est l'idée qui consiste à dire qu'il existe des intersections de domination, et donc des niveaux de domination. Par exemple, un noir ouvrier sera plus dominé qu'un blanc ouvrier, et une femme noire ouvrière sera plus dominée qu'un homme noir ouvrier. À mes yeux, hein, tu as assez bien vulgarisé et résumé la chose, mais je voulais quand même préciser que ce n'est pas un phénomène nouveau. Hein. Souviens-toi de ce que disait Coluche dans les années 70, hein, il y a presque 50 ans. Dieu a dit, il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura des hommes grands, il y aura des hommes petits, il y aura des hommes beaux, il y aura des hommes moches, et tous seront égaux. Mais ça sera pas facile. Et il a ajouté, il y en a qui seront noirs, petits et moches, et pour eux ça sera très dur. Voilà, il y en a qui seront noirs, petits et moches, et pour eux ce sera très dur. C'est ça l'intersectionnalité. C'est vrai qu'à gauche, nous, on aime bien employer des mots avec plein de syllabes, tout ça, mais bon, le principe de base, il n'est pas très dur à comprendre. Hein. Et il est loin d'être nouveau. Bon, après, je voulais aussi revenir sur ces histoires de domination systémique. Et ces dominations sont dites systémiques, c'est-à-dire que c'est la société qui les entretient. Elles ne s'analysent pas à l'échelle d'un individu, mais à l'échelle d'un groupe. Bon, bah tu résumes assez bien le problème, mais je trouve que tu passes un petit peu vite là-dessus, quoi. Donc je vais essayer de développer. Alors, un exemple de ces dominations systémiques, le racisme systémique. Alors on a souvent tendance, en fait, à réduire le problème du racisme systémique, à le confondre avec des phrases du type « Ah, tous les blancs sont racistes ». C'est pas ça le problème. Le racisme systémique, hein, il est aussi bien ancré dans la tête des blancs que des personnes racisées. Pour essayer de comprendre ça, je vais vous prendre un petit exemple. Barack Obama. Yes, we can.
Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. Bon, alors, hormis le fait qu'il avait quand même un peu plus la classe que celui qui l'a suivi, hein, Barack Obama, il a été célébré par tout le monde comme étant le premier président noir des États-Unis d'Amérique. Mais quand on prend un peu de temps et qu'on y réfléchit, on peut se demander pourquoi. En effet, Barack Obama, il est pas plus blanc qu'il n'est noir. Son père était noir, sa mère était blanche. 1 Barack Obama égale 0,5 noir plus 0,5 blanc. Bref, il a été célébré par la terre entière, hein, blanc, noir, jaune, vert citron, ce que vous voulez, bref, par la terre entière comme étant le premier président noir des États-Unis, mais pas une seule fois comme étant le 44e président blanc des États-Unis. Alors que dans l'absolu, il n'y a rien qui justifie cela. J'ai cherché sur Google, hein, je vous assure, j'ai pas trouvé un seul article où on parle du 44e président blanc. Eh bien, c'est ça, du racisme systémique. Par exemple, quand on mélange un peu de noir avec du blanc, eh ben, on le considère comme noir. Bon, après, petite parenthèse. En refusant la critique interne et l'existence de sensibilités différentes, la gauche risque de s'aliéner une grosse partie de son auditoire. Bon, excuse-moi, mais bon, quand on voit les engueulades entre le canard réfractaire et le bouseux, j'ai pas l'impression que les gauchistes refusent la critique interne. Si la valeur d'un individu ou d'une politique se mesure à ses actions et à ses résultats, alors, indéniablement, une partie de la gauche militante internet sert la droite. Alors là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, une partie des militants de gauche servent la droite. Par contre, je suis d'accord avec toi, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Et ça, je te renvoie à ma vidéo sur pourquoi sommes-nous tous de droite. Et c'est là qu'on va attaquer, je pense, le nœud du problème. Vraiment le principal point de désaccord que j'ai avec toi. Il est facile de se convaincre que c'est la faute du Parti Socialiste, des médias, des confus. Mais, étrangement, la seule chose sur laquelle l'individu a un peu de contrôle, c'est-à-dire lui-même, ne semble pas rentrer en ligne de compte. Si la personne est obèse, c'est la faute des publicités, des aliments, de son métabolisme, mais jamais de lui-même. Pourtant, il y aurait des marges de manœuvre pour cette personne, comme faire du sport ou mieux manger. Mais rien n'est fait. On est donc en droit de se demander, à force, si cette personne est vraiment disposée à perdre du poids. Bon, voilà à mes yeux le principal point de désaccord. L'importance de la responsabilité individuelle. Bon, alors pour ton petit exemple, hein, je vais pas me lancer dans un cours sur le système limbique, le circuit de la récompense, le circuit dopaminergique, les encéphalines. Ça, je le laisse à mon chat, hein, qui est un brillant neuropsychiatre spécialisé dans les comportements addictifs. Alors, comment répondre à ça ? Eh ben, je vous propose d'écouter un confus, hein, Antoine de la chaîne Analgénocide. Étrangement, la seule chose sur laquelle l'individu a un peu de contrôle, c'est-à-dire lui-même, ne semble pas rentrer en ligne de compte. Le discours d'un débile de droite, d'accord ? C'est un débile libéral, il raconte ce genre de conneries, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout est responsabilité individuelle, il n'y a pas de géopolitique, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'économie, il n'y a rien du tout. C'est pas juste une question de volonté, c'est pas juste une question de personnalité, d'individualité. En fait, tu tiens un discours essentialiste qui est juste complètement con. Alors ça plaît sans doute à ton public parce que c'est ce qu'il veut entendre. Moi je suis l'élu, ma race c'est la race élue, je suis français. Mais c'est pas parce que tu l'assènes à des débiles que ça devient une vérité. Hein, on est d'accord, c'est pas parce que tu l'assènes que ça devient une vérité. Alors, personnellement, je sais que ça va peut-être en choquer certains, mais moi, je suis un très grand fan du personnage qu'a créé Antoine, Analgénocide. C'est pas ces discours sur Nietzsche qui m'intéressent. Hein. Écouter du Nietzsche, c'est un peu comme regarder un escargot qui traverse une autoroute, quoi. On sait très bien comment ça va se finir. Dieu est mort! Nietzsche est mort! Désenchantez le monde! Non, si j'aime Antoine, c'est parce qu'il a su, avec quasiment rien, créer un personnage unique,
analgénocide, le Kaiser Soze de tous les pseudo-intellectuels de YouTube. Bon, après, Kaiser Soze, c'était surtout un usurpateur. Hein. Enfin, j'espère quand même qu'il viendra pas me punir. En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule. Hop, 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 hop. Allez, revenons à cette histoire de responsabilité individuelle. Et pourquoi je suis pas du tout d'accord avec ce que tu avances. Hein. Bon, après, hein, j'ai tout à fait conscience que nous ne sommes pas des penseurs, hein. On est juste des avocats de nos préjugés. Donc, pour revenir à ce que disait Antoine. Le discours d'un débile de droite, d'accord? C'est un débile libéral, il raconte ce genre de conneries, c'est-à-dire qu'en fait, tout est responsabilité individuelle, il n'y a pas de géopolitique, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'économie, il n'y a rien du tout. Bon, alors, je ne pense pas que à droite, tout soit responsabilité individuelle, pas plus que à gauche, rien n'est responsabilité individuelle. Par contre, à gauche, on pense que la responsabilité individuelle n'est pas forcément l'élément le plus important. Pour reprendre ton exemple, là, de la personne qui est obèse. Alors, sache que je suis assez d'accord avec toi. La publicité ou le métabolisme n'ont pas autant d'importance que cela. Ce genre de discours, c'est des cache-misères, pour surtout ne pas s'attarder sur les vraies causes du problème. Lorsque l'on se renseigne auprès de l'Observatoire des inégalités, par exemple, on se rend compte que les pauvres sont plus souvent obèses que les riches. Et ça, bizarrement, on n'en parle quasiment jamais. Personnellement, moi, je crois qu'il existe bien un lien de causalité. Ce manque d'ancrage dans le réel entame la crédibilité du militant, incapable de proposer des solutions concrètes. Je ne sais pas, droitard fragile, si tu as déjà été pauvre dans ta vie, mais lorsque l'on n'a pas une thune, les seuls budgets sur lesquels on peut faire des économies, c'est les loisirs et la bouffe. En effet, le pauvre, lui, n'a pas les moyens de se payer un diététicien, de s'acheter des aliments diététiques de qualité, de payer des abonnements à la salle de sport. Lui est condamné à acheter des produits de merde, ceux que l'on trouve en bas des rayons dans les supermarchés, des produits de merde bourrés de saloperies ultra addictives comme le sel, le sucre ou la graisse. Il se retrouve enfermé. Et pour sortir de cette spirale, c'est beaucoup plus dur que pour une personne qui a plus de moyens. Bref, essayer d'analyser les choses à travers le prisme de la responsabilité individuelle, la morale du maître, il y a des winners, il y a des losers, est une erreur, parce que l'on oublie que l'on n'a pas tous les mêmes libertés individuelles. Et ça, c'est bizarrement un oubli que l'on fait souvent. On confond responsabilité individuelle avec liberté individuelle. Pour schématiser, on confond droit et devoir. Si l'on n'a pas tous les mêmes droits, par exemple, dans le cas d'une personne en surpoids, accéder à des produits de qualité, être accompagné, accéder facilement à la salle de sport, etc., alors il me paraît difficile de lui demander les mêmes devoirs. Cette façon qu'a la droite de réduire les problèmes complexes, où il y a beaucoup de variables, à une simple équation du premier degré, est à mes yeux problématique. Un autre exemple, le travail. Les chômeurs, c'est des feignasses, ils sont oisifs, ils veulent pas travailler, etc. Bon, hormis le fait qu'il serait peut-être temps de se demander si le travail est réellement une valeur noble, mais ça j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la gauche, on a trop souvent tendance à réduire le travail à la charge de travail, c'est-à-dire au nombre d'heures travaillées ou à la pénibilité de la tâche. Et on va différencier les capacités des individus en ne tenant compte uniquement que de ces paramètres. Il existe d'autres variables pour déterminer et différencier les différents types de travail. Comme par exemple la latitude décisionnelle. Est-ce que l'on a un peu de liberté dans son travail? Est-ce que l'on peut créer des choses? Ou ne fait-on que de répéter encore et toujours le même geste? A-t-on du soutien à son travail? Ou est-on complètement isolé en cas de difficulté? Eh bien, si on prend en compte ces variables, la notion de résistance au travail n'est plus du tout la même. Ok, Macron travaille plus d'heures que la majorité des ouvriers, mais lui a beaucoup plus de liberté dans son travail, lui a beaucoup plus de soutien.
Pour aller plus loin, je dirais même que lui, il ne travaille plus, il joue. Vous qui aimez bien les jeux vidéo, ce n'est pas pour rien que l'on trouve nombre de jeux de vidéo de simulation où l'on gère un pays, une ville, une équipe, ce que vous voulez, mais aucun où l'on doit gérer la vie d'un ouvrier lambda, qui se lève tous les matins, déjeune, prend son métro, va bosser 7 heures, où il ne fait que de répéter le même geste, rentre chez lui, regarde TF1, se tire un peu sur la nouille avant d'aller se coucher, et c'est tout. Bref, tu penses vraiment qu'entre ces trois travails, c'est la même chose ? Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Il n'y a pas de papa, une première fois et la deuxième. Bref, je n'ai rien contre la notion de responsabilité individuelle ou de mérite dans l'absolu. Encore faudrait-il que tout le monde ait les mêmes droits, les mêmes libertés individuelles, et que tout le monde parte sur la même ligne de départ. Si on ne se rend plus compte que l'on part avec 80 mètres d'avance sur une course de 100 mètres, c'est facile de gagner la course et de croire que l'on le mérite. N'oublie pas ce qu'écrivait Victor Hugo. Quel est le père du privilège ? Le hasard. Et quel est son fils ? L'abus. Ni le hasard ni l'abus ne sont solides. Et oui, dans l'immense majorité des cas, les privilèges ne se méritent pas, ils s'héritent. Et ça aussi, c'est un fait, et ça se mesure. Après, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Là-dessus, j'aurais tendance à penser que toi et moi, on est d'accord pour dire que non. En démocratie, il faut convaincre. Et quoi de mieux pour convaincre que le dialogue ? Il faut accepter d'aller vers l'autre, de lui parler, de faire preuve d'empathie envers lui, et surtout d'aller débattre avec d'autres. Alors là encore, il y a débat. Tout dépend de ce que tu entends par démocratie. Si tu penses qu'il faut convaincre le plus grand nombre pour prendre une décision, alors tu crées une dictature de la majorité. Et donc, comme dans toute dictature, une minorité qui, frustrée, va devenir de plus en plus réactionnaire. À l'inverse, moi, je vois la démocratie comme la recherche du meilleur consensus, parce que je crois que c'est une solution qui est plus viable et qui évite les comportements réactionnaires et encourage le débat que tu défends autant. Par exemple, si 20% des Français veulent A et 80% veulent B, alors il faut trouver une solution qui comprend 20% de A et 80% de B, et pas uniquement 100% de B parce que la majorité veut B. Comprends bien que si, avant de débattre, je sais que je suis minoritaire et que tout le monde s'en fout, il n'y a aucun intérêt à participer à cette mascarade. La gauche a aussi bien besoin d'influenceurs qui la rendent sympathique et audible que d'intellectuels qui écrivent des livres pour y développer leurs idées et leurs projets. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi, la gauche a besoin de tous ces gens que tu as cités. Tous sont utiles. On a besoin du bouseux pour argumenter et être offensif face à des papas-citrouilles. On a besoin du canard réfractaire pour convaincre poliment les réactionnaires sur les ronds-points d'aller voir ses vidéos YouTube, de Tim ou du renard pour parler aux universitaires, de Dyke à Illuvision, yeux clos, pour créer un espace de débat public. On a besoin aussi de Dany Heraz pour parler à, comme le dit Dany fort justement, la gauche qui ne lit pas. Avec la rage, trop de bobos installés dans le vice se voilant la face. Bref, il y a de la place pour tout le monde, et aussi pour les engueulades qui sont nécessaires pour progresser. Après, la question c'est, doivent-elles être publiques ? Oui, si elles attirent des gens vers la gauche, non si elles servent d'outil à la droite pour ridiculiser la gauche. Mais là-dessus, je n'ai pas de réponse. Et pour ta conclusion ? Mais tout ça, vous l'avez sûrement compris, ça s'applique aussi à la droite. Eh bien, peut-être parce que les intellectuels de droite savent très bien que rien ne justifie leurs privilèges, et qu'ils préfèrent la jouer discret et laisser le terrain médiatique aux fachos type Zemmour ou Papa Citrouille pour défoncer les gauchistes. C'est ce que l'histoire prouve, hein. Le fascisme, c'est avant tout la roue de secours du capitalisme. Allez, on va s'arrêter là, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et Droitard Fragile,
On va y arriver à te faire comprendre que, au fond de toi, t'es de gauche. Tu vas le faire, ton coming out. Parce que plus on réfléchit, plus on penche à gauche, sans forcément devenir un communiste ou un anarchiste. Un truc simple que même un républicain comme Arnold Schwarzenegger, qui ne représente pas forcément l'élite intellectuelle, a fini par comprendre. Jusque-là, je pensais incarner le rêve américain. Si un gosse comme moi avait réussi, tout le monde devrait pouvoir y arriver. Eh bien non. Mon travail dans les écoles m'a montré qu'il ne suffisait pas d'être né aux États-Unis. Dans les quartiers défavorisés, les gamins n'osaient même pas rêver. J'ai réfléchi à ce que j'avais et à ce que ces mômes n'avaient pas. Moi aussi, j'ai grandi dans la pauvreté, mais j'avais en moi le feu du succès et des parents qui m'encourageaient tout en m'enseignant la discipline. Je faisais du sport après l'école, avec des entraîneurs et des équipiers qui me servaient de modèle. J'avais des mentors qui me disaient « Tu peux le faire, Arnold », et me permettaient d'y croire. Combien d'enfants des cités disposent de tels outils ? Combien apprennent la discipline et la détermination ? Combien bénéficient des encouragements qui leur permettraient au moins d'entrevoir leurs propres valeurs ? On leur dit qu'ils sont piégés. Ils constatent que la plupart des adultes autour d'eux le sont. Les écoles ont peu de moyens, les enseignants sont éreintés sans toujours être les meilleurs, et les mentors sont rares. Autour d'eux, il n'y a que des familles dans le dénuement et des gangs. Bon, ok, je te l'accorde, ça fait un peu pleurniche pour la fin. Mais crois-moi sur parole, plus on réfléchit, plus on vieillit, plus on comprend que ce qu'il faut récompenser, c'est l'utilité sociale et pas l'accumulation infinie d'un capital financier ou d'un capital culturel. Salut Droitard.